Le 19 avril 1977 à 8 heures, le Jules Verne apparaît de Mombasa et fait route sur les Comores. Le 22 avril 1977, nous mouillons à Mayotte, une île qui a demandé son rattachement à la France alors que les autres îles de l'archipel obtenaient leur indépendance. Nous sommes ici pour entretenir la batellerie, dont la plus grosse unité actuellement présente est le patrouilleur épée. Pour notre service détection, le soutien sera limité dans la mesure où il n'y a sur zone qu'un ou deux radars de navigation. La demi-brigade de légion étrangère, qui est en poste ici, peut également solliciter notre intervention. Dès notre arrivée, le Jules Verne s'active. Le va-et-vient des personnels entre unités soutenues et ateliers est incessant. Les embarcations du bord effectuent des navettes vers la terre ou sur le plan d'eau. Quelques jours passent et j'ai la surprise de rencontrer le copain Dulon, avec qui j'ai navigué sur l'aviso escorteur en Seine de Vaisseau-Henri. Il est affecté sur l'épée et m'invite à prendre l'apéritif sur son patrouilleur. Je suis remarquablement bien reçu sur ce bâtiment où l'équipage semble très soudé. Je m'y fais de nouveaux amis et c'est ainsi que plus tard je suis convié à un repas informel à terre chez le Bidel. Lui et sa famille habitent une maison cachée dans la végétation au milieu de Mahorais très attentionnés. Une autre fois, toujours entre amis, nous passons une journée pique-nique à la plage. Pour le repas, nous mangeons essentiellement les aiguillettes que nous avons pêchées le matin, après les avoir grillées au feu de bois et assaisonnées avec les piments ramassés sur place. En dehors des activités liées à la nature, Mayotte n'offre pas beaucoup de distractions aux visiteurs. À Dzaoudzi, il y a bien quelques commerces, des boutiques souvent rudimentaires, quelques bars et restaurants, assez mal approvisionnés du reste. Dans certains quartiers populaires, les cases traditionnelles, bien plus jolies que les constructions faites de planches et de tôles, ces cases constituent avec le paysage un ensemble harmonieux. Il manque dans cet endroit un minimum d'équipement, mais les habitants semblent s'en accommoder. On y circule en toute sécurité, sous l'œil indifférent des passants et sous le regard curieux des enfants, comme souvent. Avec son nouveau statut et les moyens financiers qui en découlent, Mayotte, l'oubliée, va forcément connaître un grand développement. C'est une nécessité quand on constate le manque d'infrastructures portuaires, routières, administratives et touristiques de ce pays. Sur la Grande Terre, où la modernité est encore plus absente, on est dans un autre monde. À Pamandzi, il y a un petit lac qui mérite bien une visite. Avec ses eaux vertes aux couleurs de la végétation qui l'entoure, il comble le fond d'un ancien cratère de volcan. Cocotiers et essences diverses couvrent les rives pentues où il est parfois difficile de progresser. Sur les branches des grands arbres, il n'est pas rare de trouver des colonies de roussettes suspendues par la queue, attendant le crépuscule pour prendre leur envol. Je découvre ce site un jour de grande chaleur, et pourtant, avec les copains, nous allumons un feu près de l'eau. Nous voulons griller dans la braise les langoustes fraîches que nous avons amenées dans nos sacs. Déguster avec un peu de beurre fondu, du sel et du poivre, c'est un vrai régal. Le 10 mai 1977 à 17 heures, le Jules Verne apparaît vers l'île de la Réunion. Au passage, c'est-à-dire le 11 mai 1977, de 5 heures à 14 heures, le Jules Verne offre donc ses services aux quelques résidents des îles Glorieuses, possession française située au nord-ouest de Madagascar et du Cap d'Ambre. Le 14 mai 1977, à 8 heures, notre massif et long bâtiment se ferait à grand-peine un passage jusqu'à quai dans le petit port de la ville de Port-des-Galets. Notre séjour à La Réunion est motivé par la nécessité d'entretenir et de réparer les unités stationnaires de la Marine nationale. Nous avons aussi des demandes émanant de la flotte de pêche locale. On peut aussi envisager des interventions imprévues auprès des bâtiments de passage. Notre atelier détection a donc quelques radars de navigation à visiter, ce qui représente une charge de travail trop faible pour occuper tout le monde. Comme toujours, Gino et moi restons à l'atelier,
cantonné dans des travaux annexes. Les avisos escorteurs me manquent. À Port-des-Galets, il nous est recommandé de ne pas circuler seul, surtout la nuit autour du port où règne un climat d'insécurité. J'en fais très vite le tour, car il n'y a rien ici de vraiment attractif sur le plan touristique. Le soir, quand même, certains établissements s'animent, ils sont assez minables et pas toujours bien fréquentés. Par curiosité, je fais une reconnaissance au foyer du marin. Il m'a été signalé par son soi-disant cofondateur un détecteur de l'escorteur rapide Le Provençal. Il envisageait alors de se retirer ici pour faire vivre son commerce avec son épouse réunionnaise. La boutique est triste, peu fréquentée, on peut y consommer bière et jus de fruits. Il est possible d'y acheter des produits d'hygiène et aussi quelques babioles, juste de quoi dépanner les marins de passage. Je n'obtiens aucun renseignement concernant le supposé copropriétaire rencontré à Toulon. J'ai relevé 2 curiosités près du port. D'abord un gigantesque pylône métallique haut de 440 mètres qui se dresse en bordure de mer. Il est d'apparence mince, mais son haubanage impressionnant lui confère une emprise au sol conséquente. Avec d'autres constructions identiques dans le monde, il est l'une des pièces maîtresses d'un système de radionavigation puissant, permettant, par une triangulation précise, de se situer à 400 mètres près sur l'océan. Le Jules Verne utilise ce système de positionnement appelé Oméga. Une autre curiosité locale est constituée par cette locomotive isolée et abandonnée sur une portion de rail au milieu de nulle part. Je suppose qu'autrefois, elle devait avoir accès à une voie ferrée. Actuellement, il n'en existe aucune sur l'île de la Réunion. Saint-Denis, la capitale de l'île, est bien plus intéressante que Port-des-Galets. Nous disposons, pour nous y rendre, de navettes militaires, généralement des camions bâchés, qui, s'ils ne sont pas confortables, présentent d'autres avantages appréciables, déjà la gratuité, la régularité et une fréquence intéressante des rotations. Ces navettes empruntent la nouvelle autoroute du littoral, un ouvrage impressionnant, très long, gagné sur l'océan au pied des falaises. La route ancienne, bien moins rapide mais beaucoup plus pittoresque, est encore empruntée quand les vagues rendent la voie rapide dangereuse. À Saint-Denis, on nous dépose sur le front de mer, le plus bel endroit de la ville à mon sens. On s'y promène à l'ombre de grands arbres, le long d'une murette ouverte çà et là pour laisser passer les fûts de canons anciens. Les vagues de l'océan se brisent sur la côte rocheuse en contrebas, tout près de la promenade. Il fait bon s'installer ici à la terrasse d'un restaurant ou encore celle d'un bar, afin de profiter du soleil et de l'air frais du large. Le cœur de la ville est assez ordinaire, mais sans pour autant être dépourvu d'attractions. Toutefois, certains quartiers périphériques de la capitale sont franchement à éviter. La Réunion procure aux touristes de passage des paysages exceptionnels, comme ces 3 cirques rocheux de Sillaos, Mafat et Salazie. Il y a aussi le Piton des Neiges, sommet culminant à plus de 3000 mètres, le Piton de la Fournaise, volcan en activité qui, il y a peu de temps encore, déversait sa lave dans l'océan près du village de Sainte-Rose. La flore y est variée et compte des espèces endémiques. Les cascades et les plans d'eau sont nombreux. Côté océan, il y a quelques plages de sable, mais les fonds sous-marins sont moins attractifs que ceux des lagons coralliens. Certaines de ces merveilles de la nature ne sont accessibles qu'après de longues heures de marche. Il faut du temps pour en visiter seulement l'essentiel, alors, sans trop de difficultés, je me laisse un jour tenter par un tour des sites en avion. Comme à Djibouti, ce vol nous est proposé par un jeune pilote qui réduit ses frais en emportant des passagers. Un matin, très tôt, en compagnie d'un copain du bord, nous empruntons la route littorale en direction du petit aéroport de Saint-Pierre, situé au sud de l'île.
Nous avons loué une moto de petite cylindrée, non pas pour faire des économies, mais pour satisfaire à une passion, celle du copain. À la place du passager, je manque 10 ou 12 fois d'être éjecté, tellement la route est piégeuse, et aussi à cause d'une selle trop courte pour 2 personnes. Dans ces conditions, je ne profite pas du paysage, et c'est avec soulagement que je pose pied à terre sur l'aérodrome. Nous décollons sans tarder, car, comme le fait remarquer le pilote, des nuages commencent à se former sur les sommets. Nous volons sur les 3 cirques, nous plongeons littéralement à l'intérieur de ces cuvettes aux parois abruptes, nous côtoyons de près un pic, survolons un village juché sur un piton, nous longeons à les toucher des falaises. C'est impressionnant. J'admire la maîtrise de notre pilote, mais néanmoins, il y a des moments où j'ai des sueurs froides. Ces sites montagneux sont superbes, grandioses, majestueux. Vue de notre balcon, cette nature chaotique, verdoyante, quasiment vierge, est une invitation à y aller voir de plus près. Nous observons encore le piton des neiges, déjà trop englué dans les nuages pour qu'il soit intéressant de s'y rendre. Le pilote renonce aussi au survol du massif de la Fournaise, et c'est une grande déception pour nous. Nous retrouvons donc la piste de Saint-Pierre, la tête suffisamment pleine de sensations et de belles images pour nous faire oublier ce retour prématuré. La journée se poursuit avec une visite de la petite ville côtière, suivie d'une baignade dans l'océan, et pour finir une nouvelle séance de torture à moto sur la route qui nous ramène à Port-des-Galets. Le 27 juin 1977, nous appareillons pour une courte traversée qui nous conduit à Port-Louis, la capitale de l'État insulaire de Maurice. Du 27 juin 1977 au 31 juin 1977, je retrouve cette île des Mascareignes, visitée en mars 1968. C'était alors pour célébrer le jour où ce pays obtenait son indépendance. En la circonstance, l'escale comportait de nombreuses activités organisées pour les marines étrangères qu'avait invité le nouveau gouvernement. Cette fois, je me contente d'un tour de la petite capitale. Je la redécouvre moins pimpante qu'à la fin de l'époque coloniale. Je visite à nouveau le jardin Pamplemousse, qui est resté, lui, aussi plaisant. Nous sommes encore bien reçus à Maurice, où l'usage du français est toujours de mise. Le 31 juin 1977, nous rentrons à Port-des-Galets. Nous y séjournons longtemps en faisant tourner nos ateliers au service des bâtiments demandeurs d'un soutien. Je consacre ici mes sorties détente à la plage de Saint-Gilles et au front de mer de Saint-Denis que j'affectionne particulièrement. Je rencontre à nouveau certains membres de l'équipage du patrouilleur épée. Le 6 septembre 1977, le Jules Verne appareille, il poursuit sa tournée des possessions françaises de l'océan Indien. La Réunion aura été une bonne escale. Du 9 septembre 1977 à 18h au 10 septembre 1977 à 17h, nous mouillons devant Europa, la plus sud des îles dites éparses, située dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et les côtes africaines. La France assure ici une présence permanente en maintenant dans un grand isolement quelques personnels militaires. Nous venons les ravitailler en vivres, en eau, en pièces détachées. Nous assurons aussi la relève des gens en fin de séjour et nous réparons ce qui doit l'être dans leur base. Le temps d'une demi-journée, je découvre quelques hectares de cette terre vierge très protégée par ses habitants qui respectent un environnement exceptionnel, en s'imposant de véritables contraintes. La zone d'habitation semble suffisamment confortable pour des séjours de courte durée, mais sans plus. Après l'appareillage, nous passons près de Bassas d'India, autre petit bout de France du canal de Mozambique. Du 17 septembre 1977 à 8h au 12 septembre 1977 à 18h, nous remplissons à Juan de Nova, une autre des éparses, une mission identique à celle menée à Europa.
Du 14 septembre 1977 à 9 h au 14 septembre 1977 à 16 h, nous sommes devant Dzaoudzi, île Mayotte, archipel des Comores. Du 15 septembre 1977 à 7 h au 15 septembre 1977 à 19 h, nous effectuons une nouvelle et brève escale aux îles Glorieuses. Tous ces séjours sont dédiés au soutien des gens en poste. Quant à nous, nous ne passons jamais plus de quelques heures à terre, et encore pas partout. Du 16 septembre 1977 à 10 h au 5 octobre 1977 à 16 h, nous mouillons à Dzaoudzi, où, encore et toujours, nous soutenons les bâtiments en affectation. En fin de journée, le 5 octobre, nous quittons Mayotte et prenons une route nord-nord-est vers le Pakistan. Là-bas, nous devons passer au bassin et nettoyer notre coque. Nos plongeurs s'y sont employés déjà, sous l'eau, mais rien ne vaut un passage en cale sèche. À Karachi, le Jules Verne est mis au sec dans un vaste bassin où de nombreux ouvriers s'activent. On gratte et on peint, en particulier sous la flottaison. Il faut faire vite car nous ne restons ici que peu de temps. Je sors une première fois le lendemain de notre arrivée, accompagné, comme nous le recommandent les consignes, d'escale. En quête de découverte, nous parcourons les rues de ce grand port pakistanais. Ces villes, en terre musulmane, ne sont pas vraiment attractives pour de jeunes marins occidentaux à la recherche d'amusement. Sur le plan touristique, ça ne vaut guère mieux. Même conseillés par les habitants, nous devons nous contenter de peu. Une seconde sortie ne m'apporte rien de plus. C'est durant cette escale que je suis informé de la date de mon retour en France. Une place m'est réservée sur un vol Air France à partir de Djibouti. Le 22 octobre 1977 à 17 h, le Jules Verne quitte ce pays. Le 27 octobre 1977, nous arrivons en République de Djibouti. Le 12 avril 1977, nous quittions ce territoire français des Afars et des Issa qui, le 27 juin 1977, proclamait son indépendance. Rien en apparence ne change ici pour nous. La France, élément stabilisateur de cette partie de l'Afrique, dispose des mêmes facilités qu'auparavant. À terre, les habitants semblent avoir un peu moins de défiance à notre encontre. Ils ont ce qu'ils voulaient. À bord, je prépare maintenant mes bagages, non sans mal, car il me faut emballer la volumineuse chaîne IFI rapportée par Pépé d'un émirat du Golfe. Je me procure le modeste album « Naissance d'une nation » relatant l'indépendance de ce pays. J'exécute les dernières formalités avant débarquement, je fais mes adieux, j'offre un dernier verre, et le 30 octobre 1977, je suis conduit par un véhicule du bord à l'aéroport. Sur place, j'apprends que le Boeing 707, sur lequel j'ai un passage, est en panne à Tananarive. Un Boeing 747, un jumbo jet, nous prendra en charge ultérieurement. Le 31 octobre 1977, à 2h15, je m'envole vers Orly. À Paris, auprès du bureau des personnels de la rue Royale, je tente à nouveau de choisir ma nouvelle affectation. Tout a radicalement changé ici. Je ne suis pas le bienvenu, ce type de démarche est désormais à proscrire. Concernant les campagnes, même pour un volontariat sans condition, il faut attendre. Je dois, me dit-on, passer par une affectation en France. Et je ne la connaîtrai qu'à l'issue de mes congés, quand j'aurai rejoint le dépôt des équipages de la flotte de Toulon. À la fin de mes congés, chez moi, je suis informé de mon affectation sur l'escorteur d'escadre anti-sous-marin, le Destré. Ce bâtiment fait partie de l'escadre de la Méditerranée et il est basé à Toulon.